Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Madame, Monsieur, scrutateurs de certains candidats absents de certains bureaux de vote, corruption des électeurs, orientation des électeurs dans les bureaux de vote, influenceurs des votes dans les centres de vote, mise en garde du ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi sur toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales. Et il continue en disant qu'il insiste sur le fait que l'élection présidentielle s'est déroulée sans perturbation dans les 360 arrondissements du Cameroun et dans les 24 988 bureaux de vote. Madame, Monsieur, octobre 2018, leçon d'une présidentielle inédite. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Point parler, 7 octobre 2018, leçon d'une présidentielle inédite. Point parler, je suis avec Maître Flaubert Nkamwa, Limen. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Serge. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je suis là. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Effectivement. C'est bien cela. À côté de vous, Fotine Zodou, bonsoir. Bonsoir Serge, allons autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Acteur social, c'est bien cela. Acteur social, c'est ça. Voilà. Sur ce plateau, pour la première fois, Frédéric Bongo. Frédéric Bongo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir. Voilà. Vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste, oui. Ancien directeur de la publication du journal du quotidien Le Messager, tout à fait, voilà. Absolument, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, Fred Bongo, depuis? Fred Bongo est toujours journaliste. Il est toujours journaliste et il exerce. Et il est sollicité. Mais pour le moment, disons que je profite un peu de mon temps libre et j'apporte mon expertise à gauche et à droite en attendant de me fixer définitivement un cap. Donc je prends mon temps pour la suite de ma carrière. Voilà, je reste avec vous, Fred Bongo. Hier, 7 octobre, c'était, on l'a dit, présidentielle inédite. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 semaines de campagne et de cette journée du 7 octobre? Je retiens beaucoup de choses. Peut-être, pour être précis, 4 choses, peut-être plus une 5e. Oui, la première. La première chose que j'ai notée, une effervescence certaine, oui. Certaine pas seulement dans les états-majors, oui. Mais au sein de la population. On a senti un frémissement, moi j'ai senti un frémissement qui fait en sorte que les gens, peu à peu, notamment ceux de la tranche jeune, ont, semble-t-il, repris goût à la chose politique. Parce qu'il y a eu un désamour. Je pense qu'il y a eu un désamour. Il y a eu un désamour certain parce que les jeunes, à un moment donné, on a constaté une désaffection des jeunes par rapport à la chose politique. Oui. Et cette élection nous a donné à voir que peut-être qu'il y avait un discours différent, peut-être qu'il y avait des acteurs différents, et c'est la deuxième chose. Oui. On a l'émergence d'acteurs différents. Le professeur Maurice Kamto, même si on l'attendait déjà. Vous m'avez dit avant le début de cette émission que le niveau était un peu élevé. Le niveau était élevé. Contrairement à 2011. Contrairement à 2011, c'est peut-être la troisième chose. Oui. Effectivement, on a assisté à des débats assez relevés, où tout au moins, on a vu le souci des différents candidats de présenter aux électeurs des programmes chiffrés. Ça, dans les années passées, on avait tendance à ne pas trop voir ça. Et ne donnait pas assez de peine pour pouvoir présenter un projet de société vraiment crédible et tout ça. Et ça, on l'a vu. Chacun a concocté quelque chose de bien précis avec un ancrage précis. Par exemple, pour parler du PURS, on a très bien vu que le cœur de sa campagne, c'était l'éducation, parce qu'il pense que l'éducation, c'est ce qui doit changer les mentalités au Cameroun. Et la quatrième chose, parce que le temps n'est pas la quatrième chose, je pense qu'on a vu quand même une envie de former des coalitions, même si c'est difficile. Même si c'est arrivé à la dernière minute. À la dernière minute, oui, c'est arrivé à la dernière minute, hélas. On va en parler par rapport aux conséquences. D'accord, d'accord. Mais je pense qu'on a quand même vu les acteurs se parler. On a
Bien sûr, les boules puantes existeront toujours parce qu'on est en politique. Ce n'est pas des enfants de cœur. Il s'agit d'une compétition rude où on doit accepter de prendre des coups et en donner. Mais on a quand même senti cette envie de se souder, même si finalement ça n'a pas abouti. Mais je pense que l'avenir, rien ne sera plus jamais comme avant, après cette présidentielle. Donc 2025, ce sera autre chose. Je pense et je crois fort que ce ne sera plus pareil. Ok. Voilà, C'est terminé. Barrister Kamwa, vous, 2018, 7 octobre, et les 2 semaines de campagne, qu'est-ce que vous retenez? Well, I realize, as he rightly put it, that Cameroonians discover that they could believe in their future. They have their futures in their hands. And we saw that all the candidates were eligible. They did a lot of campaign and proved to the voters that they had something to offer. It is a special election in the sense that many people had so much, the population was waiting so much to see what this country can offer, what the candidates can offer. And for the first time, we see very young people came up, like Karalibi, Serge, and the Prophet. Oui. You see, they brought a new dimension in the whole campaign. And then we find for the first time 2 lawyers, 2 legal minds come to an Akeremuna, who are great legal minds, involved in such a campaign. And believe me, it was such a different kind of campaign where individuals, where candidates had to prove to the community, to the voters, that they have something to offer. And we equally know that they were confronted with a system that most people believed in the past that nobody could that was locked. Oui. And we see gradually that it is not as bad, it's not as locked as we think. Okay. And that naturally with time, everything that is so fasting can be loose. Okay. And then we are happy that it went on hitch-free, as they said. But the only regret I have is that the people of Northwest and Southwest were not part of it, and it concerns their destiny. Okay. So no matter how much we say that it ça peut se jouer là, la légitimité du nouveau président? Of course, because you will not minimize the value of those people in Northwest and Southwest. They constitute 2 regions for which they have a say. As I keep saying, we always talk and we forget human rights, international human rights. It is all right to choose the kind of their government, and they were not given the opportunity to do that. They could blame it to secessionists. They could blame the truth is that the security measures were not sufficient to guarantee these people to go out and vote. So I think it plays on the credibility of this election. Okay. And I regret equally because it would have given the opportunity for the people for the persons, the subjects in these 2 regions to choose somebody who could eventually resolve the crisis that we have. So I think it's very unfortunate. Ok. Poutine, pour vous, ces 2 semaines de campagne et le jour, le 7 octobre, le fameux 7 octobre. Bon, est-ce que vous retenez? Contrairement à mon frère Frédéric Bongo et les journalistes, moi je retiens juste que le peuple a la mémoire la plus morte des éléments qui composent l'humanité. Parce que vous voyez, on se dit, vu l'engouement, vu l'effervescence, vu le niveau de mouvement durant la période de campagne et même durant les élections, on commence à se dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. C'est peut-être parce que nous avons les échéances de 2019, législatives et municipales, et l'échéance de 2025, présidentielle plus notamment. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'après les élections de 1992, quand j'étais encore tout petit, les gens croyaient avoir tiré des leçons, et puis s'étaient dit, les choses ne seront plus jamais comme avant. En 1997, lorsqu'on a perdu, on croyait qu'on a tiré des conséquences, et on s'est dit, les choses ne seront plus jamais comme avant. En 2004, oui. On forme une petite coalition qui va encore se heurter sur le baobab qui est installé et tout dit. Et les gens se disent, les choses ne seront plus jamais comme avant. En 2011, c'est le même scénario. On se dit, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et nous voici en 2018. Il me semble qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que
si justement, après cette mobilisation, après cette effervescence, après cet engouement, après tous ces engagements, on ne parvient pas à renverser la vapeur et qu'on se contente de dire que les choses ne seront plus jamais comme avant, moi je vais arriver à tirer la conclusion selon laquelle le peuple a la mémoire la plus morte. Figurez-vous qu'en 92, celui qui était âgé de 30 ans comme moi a aujourd'hui 56 ans. Ça veut dire qu'il a passé pratiquement 26 ans de vie à croire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Et il peut le faire jusqu'au jour de sa mort. Et il lègue ça à ses enfants. C'est un peu comme Jésus qui revient bientôt. Et qu'on chante de génération en génération depuis des millénaires. Et que personne ne se soucie de poser la question de savoir quand exactement est-ce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Parce que lorsqu'on va se poser cette question, pour que les choses ne soient plus jamais comme avant, on saura faire des choix. Les choix, c'est que on doit transcender l'orgueil personnel, on doit transcender notre ego, on doit transcender tout ce qui peut être constitué comme obstacle au renouvellement de la classe politique et hisser l'envie de avant au centre de nos enjeux. Et lorsqu'on va atteindre ce niveau d'intelligence, les gens vont prendre de bonnes décisions. Mais si on se limite seulement aux adages après la défaite, on aura comme l'impression que c'est les résultats de ce scrutin, au lieu que les uns et les autres pleurent d'avoir perdu les élections, on verra plutôt certains qui se féliciteront d'être sortis deuxième. Alors on se pose la question, est-ce que c'est un match de classement? Avons-nous véritablement besoin de gouverner la nation ou de prendre le pouvoir? Parce que c'est très différent. Lorsqu'on veut gouverner une nation, on connaît des décisions qu'il faut prendre. Et lorsqu'on veut tout simplement arriver au pouvoir, on peut blaguer, on peut compter sur la force, on peut compter sur la filouterie, on peut célébrer les victoires sur des stades de football ou dans des enceintes des établissements scolaires. Et à la fin, puisqu'on a animé le peuple, puisqu'on a animé le débat et élevé le niveau politique comme les gens pensaient bien, on s'est dit, les choses ne seront plus jamais comme avant. Sauf que 7 ans après, les gens auront déjà oublié ce qui s'est passé en 2018. Oui. Une nouvelle maladie va s'installer parce qu'on aura face à une nouvelle classe de jeunesse. Et eux aussi vont dire, les choses ne seront plus jamais comme avant. Voilà, Fred Bongo, il a parlé des gens qui participaient au match. Est-ce que dans cette élection présidentielle 2017, on a eu comme l'impression que beaucoup regrettaient de ne s'être pas inscrits? Il y a eu beaucoup de regrets. On a parlé de ces foules-là avec les candidats. La question qui revenait toujours, est-ce que tous ces gens ont des cartes? On a constaté qu'il y a eu beaucoup de regrets. Beaucoup auraient souhaité participer à ce fameux match-là. Et effectivement, Serge Alain, mais permettez que, en deux mots, que je rebondisse un peu sur la fin de son épisode. La première chose, c'est que je voulais dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Il faut savoir qu'en 92, honnêtement, les gens ont bénéficié d'un vent de libéralisation de l'espace politique qui nous était imposé de l'extérieur. Et donc, les gens ont beaucoup plus surfé sur cette vague-là que de pénétrer effectivement le corps électoral pour y injecter effectivement la graine qu'ils demandent qu'elle soit sémée. Et deuxième chose, je pense que non, l'intelligence, non, je pense que le peuple électeur est intelligent. Je pense qu'à un moment donné, de son histoire, ce peuple-là peut savoir ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Non, je pense qu'on ne peut pas infantiliser le peuple électeur, parce que tout le monde se tourne vers ce peuple-là parce que c'est lui qui détient le véritable pouvoir. Et ça me donne la transition justement par rapport à votre question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'un des échecs politiques de ceux qui se sont engagés ou de la nation entière a été le très faible niveau d'enrôlement des électeurs. C'est un fait. C'est un fait. Parce qu'effectivement, et là il aurait raison, on a très bien vu que sur la problématique de l'enrôlement
des électeurs, tous les acteurs politiques ne parlaient pas d'une même voix. D'une même voix. Et que les gens se marchaient même dessus s'ils ne se tiraient pas finalement dessus. Or, ça, je pense que tout le monde doit être d'accord avec ça, que lorsque vous avez une ambition nationale, politique, ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous assurer que votre base peut peser dans le choix. Pour peser dans le choix, il faut être enrôlé. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes, et d'ailleurs c'était ça l'un de mes regrets par rapport à ça, beaucoup de personnes qu'on a vues dans les rues, après avoir lu les programmes politiques des uns et des autres, mais malheureusement ne pouvaient plus participer au jeu, étaient hors jeu, parce que n'ayant pas cru que leur voix pouvait compter. Oui. Effectivement, c'est un échec cuisant que pour un pays comme le Cameroun, avec un potentiel de 11, peut-être jusqu'à 15 millions, qu'on n'ait eu que moins de 7 millions, ce n'est pas possible. C'est-à-dire moins qu'en 2011. Et il fait bien de le relever. C'est moins que de 2011. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors qu'effectivement, l'offre politique s'est renouvelée. Oui. L'offre politique, on l'a vu, avec des visages nouveaux, avec une nouvelle manière de faire, s'est renouvelée. Mais la base électorale n'a pas suivi. La base électorale. Et pourquoi la base électorale n'a pas suivi? Parce que les uns et les autres ont passé le temps à se tirer dessus, à se chamailler, alors que l'essentiel était ailleurs, faire enrôler effectivement les électeurs qui, le moment venu dans l'urne, pourront faire basculer la balance. Donc, en fait, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais moi, honnêtement, je conteste, je refuse qu'on infantilise le peuple électeur parce que lui, il sait ce qu'il veut. À un moment donné, il en a marre et il sait ce qui est bon pour lui. Je pense qu'on ne peut pas décider ce qui est bon pour le peuple électeur. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on a peut-être négligé à ce moment-là. Vous avez parlé de 92, 97, etc. L'offre politique. Mais on voit très bien qu'elle est en train de s'améliorer parce que c'était l'une des lacunes, des différents protagonistes. On leur demandait, mais où est votre programme politique? Là, je pense que la question ne s'est pas posée cette fois-ci parce que chacun a quand même élaboré une feuille de route qu'il a présentée aux électeurs en disant, voilà ce que je pourrais faire et prioritairement, voilà ce que j'entends faire. Yes, to react to what you just said, you see, what actually transpired is that people have been voting for so many years, and their votes did not count. So people are just discouraged that if we go and register tomorrow, we vote, nothing changes. You understand? That is why that can explain why many people did not have this desire to go and register. But you see, as we're rightly saying, from now henceforth, I think that the voters have discovered something new, that they can always, their vote can always count, no matter how long it takes a government to suppress, right, or to do kind of fraudulent elections. At the end of the day, their vote will always count. So I think the blame, first of all, reflects the society in which we live. The people are so dissatisfied. Voters know that when they go and get the cards and come and vote, they will, somewhere along the line, their vote will not count. And that is why you see that there is this mounting pressure today that nobody should publish, nobody should give, nobody should say, give the tendency, you understand, nobody should give a trend. Why? Because the people who are used to doing that act feel that they'll be exposed if the voters keep doing that. So I think it's a failure from the part of the government that the voters don't have, they are not encouraged to have that, to register and have and vote. It is, to me, it is that bad. From now henceforth, I think with what has happened, people will be encouraged to go and register subsequently. Voilà, je veux qu'on parle de cette, ce qui est arrivé, la coalition entre Akeremouna et Kamto, qui a créé la confusion dans certains bureaux de vote. You see, it was a very good thing. C'est arrivé tard? No, to me, though it was late, it was not, how do I put it? It was still necessary. Oui. It was late but necessary, because it taught us something. That we can do. Est-ce que le message a refait le chemin inverse, c'est-à-dire que repartir au niveau des populations qui devaient comprendre oui, je crois. En entrant dans le bureau de vote, on doit prendre le bulletin de Akeremouna. Non, je crois vraiment que par réseaux sociaux, pas de réseaux sociaux, on a compris, n'est-ce pas, le message est passé. Et je crois vraiment que des nombres de personnes, n'est-ce pas, qui ont voté
Kamto a été influencé par ces faits. Parce que personnellement, j'avais un problème de choix entre deux avocats intelligents, n'est-ce pas, et qui peut ouvrir quelque chose à la société. J'avais ces choses, mais dès que à Keremouna, c'est désisté en faveur de Kamto, ça permettait à beaucoup de gens de faire le choix facilement. Donc je crois que malgré que c'est venu tard, mais c'était important. Et il ne faut pas aussi oublier quelque chose, que le fait d'avoir fait la campagne, n'est-ce pas, a concrétisé, il a eu certains électeurs potentiels qui ont donné minute, qui ont cru à lui, ont plus voté Kamto. Et c'était quelque chose de formidable de voir que, et ce n'est que des avocats qui peuvent faire ça. Ok, je vais revenir sur la déclaration du directeur général l'ECAM. Éric Soussaï dit « Aucune procédure de désistement ou de retrait de candidature n'est prévue dans la loi électorale après la procédure d'acceptation des candidatures par le Conseil électoral. » Donc pour lui, tous les bulletins devaient rester dans le bureau de vote. Parce qu'on a fait ce procès-là, que ça leur coûtait rien, ça coûtait rien à l'ECAM d'enlever. Oui. Il n'y a pas eu de coalition entre Akeremouna et Maurice Kamto. Il y a juste eu un ralliement des dernières minutes. Oui. La coalition est un projet. Le ralliement en est une. On peut même se rallier le matin du vote. Il n'y a pas eu de coalition. Et la position de l'ECAM est une position qui va déjà en faveur des intérêts de ceux qui sont les membres de l'ECAM. Vous ne pouvez pas être en train, ça dit que moi, je suis surpris que les gens attendaient que l'ECAM dit qu'il a la possibilité de soustraire tous les bulletins d'Akeremouna. Lorsque vous savez qu'il y a des bureaux de vote qui ont reçu les bulletins le matin même du scrutin. Et l'ECAM a eu beaucoup de difficultés de déploiement sur le terrain. Et je pense qu'à la dernière minute, ils étaient plus préoccupés par des obligations qui peuvent les amener devant la justice que par le retrait des bulletins de vote d'Akeremouna. Une autre chose, c'est que Akeremouna lui-même était un fin stratège. Parce que brillant avocat comme lui, il connaissait les résultats qu'il attendait et il a joué le franc jeu en ralliant Maurice Kamto. Cependant, le fait que ces bulletins soient restés dans les bureaux de vote, pour moi, n'enlevait rien. Parce que je me dis que les zones où Akeremouna a eu 2, 5, 4, 6 bulletins sont justement les zones où il devrait avoir ces bulletins-là. L'information n'a pas circulé, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que les réseaux sociaux ne sont pas un véritable baromètre de mesures de la société. Combien d'électeurs sont sur les réseaux sociaux? S'il fallait s'abstenir, ou encore du moins aller sur la base des réseaux sociaux, on connaissait déjà les vainqueurs de cette élection. Vous connaissez combien de personnes dans le groupe peut-être du candidat Kabal Libi sur Facebook? Mais une publication pouvait faire 30 000 partages. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est toute une autre chose. Donc moi, je ne pense pas qu'on peut. Mais cependant, si Maurice Kamto est intelligent, il peut utiliser juridiquement le fait que les bulletins d'Akeremouna soient restés dans les bureaux de vote pour contester l'élection. Mais je pense aussi que l'ECAM a prévu ou encore s'est apprêté à répondre. Parce que Akeremouna, malheureusement, je le dis, n'a pas fait la coalition avec Maurice Kamto, notifier l'institution chargée d'organiser les élections à moins de 24 heures avant le scrutin. Moi, je pense même que c'est une moquerie. Parce que ce n'est pas d'ailleurs la première fois, parce que nous avons eu le même scénario en 2011, où le candidat d'un parti politique, à la dernière minute, avait désisté et les bureaux, les bulletins étaient restés dans le bureau de vote. Mais pour moi, c'est un non-lieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'une coalition, il s'agit d'un ralliement par un individu qui a décidé de jouer la carte stratégique. Donc Fred Bougou, sur la présence, on ne va pas rester sur le... Non. Sur la présence le maintien des bureaux, des bulletins de vote d'Akeremouna. Oui, mais je pense que c'est une fuite en avant. Parce que je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit, donc, mais je pense quand même que en droit on dit ce qui n'est pas interdit est permis, je crois. Je crois que c'est quelque chose, c'est pas loin de là. Et donc, si c'est pas interdit, ça veut dire que c'est permis.
Et donc, Elekam n'avait pas à brandir cet argument qui me paraît fallacieux. Mais pas tant que ça quand même. Parce qu'effectivement, je pense que Elekam avait fort à faire, d'abord, pour son propre travail sur lequel il est jugé, l'acheminement, l'organisation et l'acheminement du... Surtout l'affichage des listes, hein, puisque ça s'est fait le matin même, le jour même. Entre autres. Alors que la loi dit c'est au moins 8 jours avant. Donc, oui. Et je crois que Elekam avait d'abord fait fort à faire par rapport à ses propres prérogatives que de commencer maintenant à s'inquiéter. Est-ce que bon, le candidat qui s'est retiré, est-ce qu'on peut faire? Mais je pense que c'était un argument fallacieux. Mais pour autant, je ne pense pas que bon, ralliement, on peut toujours discuter sur la sémantique, sur les mots. Oui. Mais je pense que justement ça traînait les négociations parce que il fallait effectivement que le candidat Maurice Kamto accepte d'intégrer dans son programme, s'il était élu, oui, un certain nombre d'éléments du programme de Maître Akerem, dont notamment, et pas des moindres, le fédéralisme. Parce que vous vous souvenez très bien, si vous avez bien lu les programmes, dans le programme de Maurice Kamto, il n'était prévu nulle part le fédéralisme. Or, dans le programme d'Akeremouna, le fédéralisme était un point important, un ancrage vraiment important de son programme. Donc, ce sont ces choses-là, je pense, pour ma part, qui ont peut-être retardé l'échéance, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est parce qu'il avait senti le vent de la défaite. Je crois que ce serait faire injure au déploiement d'énergie et même d'argent qui a été le sien. Je pense que si on ne croit pas en sa candidature, on ne peut pas déployer les moyens, non seulement matériels, financiers et humains, que j'ai vu mettre mettre sur le terrain. S'il vous plaît. Je n'insulte la candidature de personne. Moi, j'analyse les choses de façon libre et je dis ce que je pense. Je dis encore ceci. Lorsqu'on va à une élection, on a 9 candidats. Il y a des candidats qui vont sortir avec 0,01%. Et quand je vais vous dire qu'avant de partir à cette élection, ils savaient qu'ils allaient perdre, vous allez peut-être me répondre que pourquoi, sachant qu'il allait perdre, il a investi autant de moyens. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez vu le candidat Serge Espoir Matomba. Moi, j'ai parcouru les bureaux de vote, moi personnellement, et j'ai d'abord été scrutateur. De tous les bureaux de vote où j'ai parcouru, dans ma localité, je n'ai vu nulle part où il avait 5 votants dans un bureau de vote. Et pourtant, il a déployé les bus et toute la logistique que cela demande. Et en a refusé la coalition parce qu'on a vu dans les négociations à la dernière minute avec certains candidats. Alors, est-ce que... Coalition ou ralliement? Bon. D'abord coalition et après ralliement. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'il a déployé ses moyens, qu'il est capable ou du moins peut-être arriver au devant de la scène? Okay, Barrister. Please, I want to intervene on two aspects. Oui. The very first, to think that Akeremuna gave his support to Kamto because he knew that was not going to. No. It is not fair. It's not a fair statement. No. It's not a fair statement. No. And that is one of the reasons why candidates always refrain from doing that, because they expect this kind of what after. It's not a fair statement. He is being honest to himself. He knows that I can give my support to this person who will do better. So it is something honorable, first of all, to do that. We need to appreciate him for that. Secondly, when we say that it's an extra job for Elekam to have removed the cat, it's not an extra job. Those cats came and they were placed on the table. Simple instructions. When you are placing the cat on the table. Non, Barrister, on dit que c'était pas une priorité pour Elekam. Non. Elekam avait... Je parle par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'il fallait d'abord afficher les listes. Attends. On a affiché les listes, n'est-ce pas? On a posé ces cartes sur la table, n'est-ce pas? Il fallait juste une simple instruction de dire que les cartes de Mouna soient retirées. Non, je dis parce qu'il dit ça doit. C'est quelle procédure? Those things came in the carton, not to. Cela profite justement à ceux qui ont nommé Elekam. Je vous dis que loin du fait qu'Elekam ne pouvait pas se faire des mots de tête en voulant retirer les bulletins d'Akeremuna, mais aussi il s'agissait du moins de laisser ces bulletins-là
Et qui veut voter à Keremouna, vote à Keremouna. Quitte à ce qu'après les résultats ne soient pas prononcés. Non, vraiment, je voudrais revenir, Serge Alain, je voudrais revenir. Moi, je suis toujours un peu gêné quand je... C'est vrai, hein, c'est facile pour nous qui ne sommes pas engagés politiquement, parfois de critiquer et même de moquer ceux qui ont le courage d'aller au charbon. Je vous assure, ce n'est pas facile. Je voudrais rappeler sur ce plateau que Serge Espoir Matomba, du PURS, a des élus. Oui, bien sûr. Dans la des élus. Oui. Et donc, ce n'est pas un aventurier. Il ne vient pas à une élection tout en sachant qu'il va perdre. Ce n'est pas possible. Et même, on ne va pas toujours à une élection pour gagner. Sinon, les Verts, tout ça, là on les voit à l'extérieur, en Occident, ils n'iraient pas aux élections parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais on va parfois à une élection pour avoir le nombre de suffrages nécessaires pour inscrire dans l'agenda collectif commun de gouvernance un certain nombre de priorités qui intéressent les populations. Qui intéressent les populations. Et je pense que le candidat Akere a dû obtenir ces concessions-là du candidat Kanto, ce qui lui a permis certainement de le rallier. Bon, maintenant, en ralliement aux coalitions, on peut toujours en discuter. Et Serge Espoir Matomba n'a pas refusé la coalition. En tout cas, pour ce que j'en sais, il dit qu'ils ne sont pas parvenus à un accord. Ils ont eu un premier entretien qui n'est pas allé au-delà. Bon, et après, vous ne pouvez pas aller à la coalition pour la coalition, ou rallier pour rallier. Parce que vous avez quand même une vision de la nation que vous avez développée, et la moindre des choses que vous devez obtenir de celui auquel vous vous ralliez, c'est peut-être d'intégrer un certain nombre de vos préoccupations, parce que vous avez aussi une base. Et vraiment, je pense que le candidat Serge Espoir Matomba, je ne sais pas, je ne peux pas préjuger, mais au vu de certains, je pense qu'il n'a pas été suffisamment récompensé de ses efforts. Il n'a pas suffisamment été récompensé de ses efforts, parce qu'on l'a vu entre Mons et Vaux, vraiment un candidat sympathique qui donne à aimer la politique, comment la politique est faite, qui a un visage humain, la politique. Moi, en tout cas de mon poste d'observation, je n'étais pas dans le jeu, j'ai quand même perçu toutes ces subtilités-là et ces sensibilités-là, et je ne peux pas, moi, parce que je suis quelqu'un à qui on donne la possibilité de commenter ces choses-là, de moquer ce qui est en train d'être fait. Je ne peux pas me le permettre. Bon, on va parler d'autre chose. Hein. On a vu, hein, au niveau des centres de vote, on les appelle comme ça les influenceurs. C'est-à-dire des gens qui vous accompagnent, qui vous souffrent, alors que c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec Elecam. Peut-être faisaient partie des formations politiques qui, dans la cour, prenaient les électeurs, c'est parce qu'ils chuchotaient à l'oreille et tout ça. Vous avez rencontré ça dans les centres de vote où vous êtes passé? Des gens qui vous accompagnent, parfois même dans le bureau de vote, on vous accompagne, vous prenez tel bulletin et tout et tout. Well, personally, I did not have that experience, but there is something I saw over the television that looked like that. When the President of the Republic was going to vote, he would appear, there were some people, there were groups of people singing and dancing. That's what if I'm not mistaken, that's what was said on the TV. There were people to receive him and dance. Is that correct? It goes the same. That's influencing. If you look at it critically, il y a le groupe de danse. Attends. Jour d'élection, n'est-ce pas? Il y a des groupes de danse qui viennent chanter. Quand un candidat vient, ça c'est quoi? C'est pas pour influencer les autres. Il y a certaines personnes qui arrivent là-bas ce matin, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été fixés à qui vont voter. Ils viennent, ils trouvent que des villageois sont venus avec le tam-tam, on commence à jouer, le président venir. What is that? It's the same. It is all to influence people. It's to influence. Do you think that those people came there to sing and dance or nothing? Non, dis-moi, vous croyez que les gens ont laissé les maisons, laissé tout ce qu'ils ont à faire, venir jouer le tam-tam qu'un candidat est venu pour voter? Pour rien. Bon. Il faut être sérieux. Moi, dans le centre où je suis, mais j'ai toujours envie de dire en quelques secondes seulement, c'est que l'élection n'est pas du catéchisme. Lorsqu'on va à une élection, à moins que les enjeux ou encore les objectifs ne soient pas les mêmes. Moi, si je parle des candidats
avec beaucoup de froideur, c'est parce que j'avais considéré l'année 2018 comme l'année de la transition. C'est pour cette raison que je me dis que si, au sorti de cette élection, il n'y a pas de transition, j'accuserai tout le monde, et les candidats et le peuple lui-même. Vous avez dit tantôt que les gens se battent pour la deuxième place. Oui, c'est pour ça raison que... Parce que quand j'écoute mon confrère, il dit Matomba n'a pas été récompensé par le peuple vu tout ce qu'il a donné. Il ne s'agit pas d'une messe de l'église où on reconnaît la somme des offrandes. Il s'agit d'un combat de libération d'une nation, ou du moins de transformation de la classe politique. Et pour ce, les gens doivent savoir exactement ce qu'ils partent chercher à l'élection. Les gens ne doivent pas considérer l'élection comme un match. Les électeurs comme les candidats comme un match de classement. Je le dis, lorsqu'on va à une élection, à un moment donné, lorsqu'on regarde le paysage, on est capable de savoir si on peut perdre ou si on peut gagner. Au moins à 50%. Maintenant, si on va chercher la deuxième ou la troisième place, ça pose problème dans la mesure où le peuple a besoin de changer plutôt le destin de la nation. Bon, maintenant, revenons à ceux qui sont dans les bureaux de vote et essaient de jouer les poussiers. Moi, j'en ai vu, mais je vous le dis, c'est parce qu'on ne peut pas tout le jeu, là. On ne peut pas tout commenter dans cette élection. Moi, je vous dis, j'ai été scrutateur du début jusqu'à la fin. J'ai vu des choses qui se passent. Il y a d'abord un problème de culture politique que le peuple n'a pas. C'est pour cette raison que moi, je me dis que vanter les programmes politiques devant un peuple qui ne comprend rien du programme politique, parce qu'on va me dire que j'ai insulté le peuple. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'observer les faits et de toujours se poser la question de savoir pourquoi, après avoir fait tout ceci, rien n'a changé. C'est parce que soit celui qui vantait son programme politique vantait mal, soit celui c'est qui le programme était destiné. Vous croyez que rien n'a changé? N'écoute pas. Bon, maintenant, non, mais je dis, c'est pour vous dire que si à la sortie de cette élection, rien ne change, c'est qu'il y a problème. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Moi, je dirais tout simplement, nous avons une mémoire morte. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Des personnes qui battent campagne devant les bureaux de vote, mais on ne peut pas se plaindre dans la mesure où on a vu l'opposition qui disait être prête à avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. On a justement... Et qu'à la dernière minute, on s'est rendu compte, parce que le monsieur avec qui je travaille, par exemple, actuellement dans mon entreprise, on l'appelle à 10 h et on lui dit qu'on a besoin d'un scrutateur quelque part. Il dit, moi, je ne viens pas. Vous avez dit que vous avez plus de 24 000 scrutateurs. D'autres ont même parlé de 45 000. Alors que les gens assument la responsabilité. Pour ce qui est du peuple, il y a un problème de culture politique. C'est très important pour les candidats d'éduquer, je dis d'abord pour les candidats, d'éduquer le peuple sur un ensemble de points. Parce que les fraudes, les bourrages des urnes, les irrégularités et tout ce qui se passe dans des bureaux de vote vient du fait que parfois les scrutateurs eux-mêmes ne maîtrisent pas le code électoral et ne savent pas exactement ce qu'ils vont aller revendiquer. Moi, ils sont recrutés à la volée, comme ça. De vote, des scrutateurs qui récupèrent les bulletins et remettent aux votants. Or, la loi dit que les représentants des partis politiques doivent aller contrôler les fichiers et se rassurer de l'identification des votants, quitte aux votants d'aller sur les 9 bulletins de vote disposés, récupérer, aller dans l'isoloir, choisir en secret son candidat et venir jeter dans l'urne. Qui a dit ça? On a vu des représentants des candidats qui étaient concentrés à attendre les bulletins de vote et de faire le clin d'œil aux votants, vote celui-ci. Ça pose problème. Ça veut dire tout simplement que on va se plaindre que l'élection a fait ci, l'élection a fait ça, mais est-ce qu'à la base, nous sommes véritablement préparés pour résoudre le problème du Cameroun par les élections? Mais maintenant, pour chuter, il y a ceux qui vont dire que nous sommes dans le perfectionnement de notre démocratie. Ça me fait encore rire, parce que c'est depuis 1992, après chaque échec, on établit les conséquences. On dit qu'il faut revendiquer tel article ou tel article dans le code électoral ou même dans la Constitution pour permettre aux échéances à venir d'être un peu plus justes, un peu plus transparents. Sauf qu'avant l'échéance, les gens semblent avoir oublié et chacun se précipite vers l'élection, quitte à ce qu'ils sortent perdants, se réjouit d'être sorti deuxième ou troisième, comme le dit mon co-panéliste journaliste, et après,
on se pose la question pour des personnes un peu, je dirais, lucides comme moi, qu'est-ce que nous cherchons exactement lorsque nous partons à une élection? Changer les choses ou tout simplement être, que le monde dise, nous avons été candidats, nous sommes sortis 4e. Non, vous me permettrez un peu de rire. Non, bon, moi je ne suis pas lucide, mais je continue à dire que je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui prennent la responsabilité. Qui ont osé. Qui prennent je sais pas, mais qui prennent la responsabilité de se dire, j'ai un engagement national, je pense que je crois à un destin national. On a reproché auparavant aux candidats, pour ce qui est de la présidentielle, de ne pas travailler suffisamment sur leur projet de société. Et moi, je dis, à l'entame de cette émission, je vous ai dit que je pense que ce reproche-là devient caduc avec cette élection, parce que chacun des candidats a présenté au peuple électeur un projet de société. Libre à lui, à ce peuple-là, d'y adhérer ou pas. Donc ça, c'était une question de fond, pas de forme. Parce qu'effectivement, quand on dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme d'un peuple et un peuple, donc c'est quoi? C'est à travers un projet de société. Et je dis donc que cette lacune-là a été levée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pensons pas que le peuple n'infantilisons pas le peuple électeur. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et le peuple, lorsqu'il va dans l'isoloir, quand il prend les bulletins de vote, il sait. Maintenant, ne minimisez pas le rôle de l'élite, qu'elle soit administrative ou pas, qui a toujours moyen d'instrumentaliser ce peuple électeur. On l'a vu. C'est une question que je ne voulais pas aborder, mais on ne peut pas faire comme si la question tribale n'existe pas. Et elle n'est pas centrale dans les élections chez nous. Ça devient important. Ça devient... Non. Vous avez constaté ça je ne sais pas, je ne sais pour pas, 2018? Mais c'est clair que dans le discours, on a senti ce repli identitaire. C'est une évidence. Mais je pense que c'est simplement l'un des déterminants. Ce n'est pas le déterminant. C'est l'un des déterminants. D'accord? Et donc, on ne peut pas faire injure ni au peuple électeur, ni à ceux qui se présentent, qui vont rechercher le suffrage des concitoyens, en disant « Oh, ça n'a pas marché hier, ça ne peut pas marcher aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. » Et je continue à dire que quand on va à une élection, on n'y va pas pour perdre. Personne ne peut déployer des moyens que j'ai vus pour aller perdre. Et même si on y va en sachant qu'on peut perdre, il faut savoir qu'à un moment donné, le candidat se dit, et puis n'oublions pas, ça c'est peut-être un test. Après ça, il y a les législatives et les municipales. Ne pensez pas que les suffrages qui vont être sortis des urnes aujourd'hui ne vont pas compter demain. Mais c'est justement là où, moi j'en appelle à la responsabilité des candidats. Il ne faudrait pas qu'après cette élection, qu'ils aient recherché la première ou la 4e place, comme vous le dites si bien, il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'il faut préparer les échéances futures. Parce qu'en réalité, il faut mailler le terrain. Et on a vu, le RDPC c'est une machine. Je disais aux gens, faites attention, dès que la période légale de campagne va arriver, vous n'allez plus reconnaître ces gens-là. Et on l'a vu. À 5h, 5h30, les affiches de leurs candidats étaient partout. Pendant ce temps, les autres... Oh, c'est avant. C'est 6 mois avant, c'est 8 mois avant qu'il faut réserver ces espaces-là chez les régies. Ce n'est pas le jour où vous allez commencer à chercher. On va vous dire qu'il n'y en a plus. Donc on fait un faux procès au candidat Paul Biya. On fait un faux procès au candidat Paul Biya. Enfin, au candidat en disant que le programme est accessoire. Je suis effectivement contre ça. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit qu'il est accessoire. D'accord. J'ai dit la façon. Est-ce que ceux qui portent ce programme ont la capacité de faire adhérer le peuple à ce programme? Est-ce que la façon dont ils prononcent, le discours qu'ils prononcent facilite la compréhension chez le peuple? Parce que c'est ce peuple qui va élire et il doit comprendre le programme.
est-ce que la façon dont nous présentons ce programme, ce peuple est au courant? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas été dans les états-majors. J'ai observé de mon poste. Mais je pense que lorsque le candidat Oshi, pour prendre un exemple, dit qu'il va relever le SMIC à 160 000, je pense que ça a été dit en français, en anglais et en toutes les langues possibles par ses équipes sur le terrain. Et comment faut-il expliquer ça autrement? Comment faut-il expliquer autrement? Et je pense que le peuple comprend. Il ne faut pas penser qu'il est si illettré que ça. Je pense que le peuple, quand il a un discours, il comprend. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que ceux qui viennent là vivent avec le peuple? Est-ce que le peuple se reconnaît en eux? Là est une autre question. Mais je pense que pour le candidat Matumba, depuis 2004, il est quand même dans les starting blocks, même si en 2011, il ne s'est pas présenté. Je crois qu'il a présenté un candidat. Oui, oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile par les partis. Je pense qu'il fait partie des rares candidats qui ont compté sur leur propre appareil politique. Oui. Ils ne sont pas nombreux. Oui. Parce qu'en dehors du candidat Biya, en dehors de Matumba, en dehors de Oshi, et en dehors de Kanto, il n'y en a plus. Les autres sont allés chercher l'investiture ailleurs. Donc je pense qu'on ne peut pas quand même prendre ce candidat-là, je vais dire, avec le dos de la cuillère. Non, je pense que toute chose étant égale par ailleurs, honnêtement, je pense qu'on a assisté à une belle campagne, pourvu que, comment on dit, la promesse, comment on dit, il y a une formule consacrée, pourvu que cet élan-là se poursuive et que, notamment, se traduise par les législatives et les municipales en 2019, et que ces partis-là ne retournent pas dans leur QG, dormir en attendant le jour J. Je pense qu'il faut commencer à travailler dès après aujourd'hui pour pouvoir impulser l'élan qui a été pris jusqu'ici. Barista, on a vu une sortie du ministre de l'administration territoriale hier. On s'attendait quand même, puisqu'on ne parle pas de tendance, on s'attendait quand même qu'on nous dise, qu'on nous communique le taux de participation, comme ça se fait dans d'autres démocraties. It's good that you said, comme ça se fait dans des autres. It's good you use that comparison. You see, there is always a question we ask. Why do we do things different from the ways other countries do? It's a problem. Donc, c'est pas combien de Camerounais ont participé à Non, je dis que tous ces chiffres-là, n'est-ce pas, pour eux, n'est pas très important. Parce que ça va créer, des gens vont commencer à regarder et je vais vous dire... Non, je reste sur le taux de participation. Oui, mais pour lui, il ne faut pas que des informations sortent. Ça reste secret. Donc, je ne peux pas venir défendre ce qu'il a dit ou soutenir ce qu'il a dit. Mais je constate qu'ils ont intérêt de ne pas donner des chiffres. Donc, voilà le constat que je... Oui, sur le taux de participation, ça va. Moi, je pense que il sera très difficile d'établir de façon juste le taux de participation. Lorsque nous savons... Pourquoi il y a un problème à le sortir, à le communiquer? Il y a le problème de sécurité dans le sud et nord-ouest où les populations se sont inscrites justement, mais qui malheureusement plusieurs vont se déplacer et que le taux de participation, parce que on a vu... je ne veux pas dire sur la base de ce que les gens publient sur les réseaux sociaux, parce que moi-même, je condamne totalement toutes ces personnes qui publient sur les réseaux sociaux en disant que tel a gagné. Non, on ne parle pas de tendance, je parle du taux de participation. Le taux de participation, le ministre n'a pas intérêt à le dire comme le dit l'avocat. Il n'a pas intérêt à le dire. Moi, j'aimerais quand même qu'on ne se comporte pas comme des étrangers au Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure que l'administration camerounaise est acquise à la cause du candidat du RDPC. Et pour ce, il faut essayer de faire tout ce qui est possible pour que ce candidat-là remporte les élections. Alors, vous donner le taux de participation doit quand même faciliter un ensemble de spéculations et d'analyses sur les tendances. Or, nous savons qu'eux-mêmes, ils ont dit aucune tendance ne sera publiée jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel donne le verdict des urnes. Du coup, je pense qu'on doit aussi attendre le taux de participation après le verdict des urnes, ou peut-être au même moment où le Conseil constitutionnel donnera le verdict des urnes. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une question de faire, ou en fait d'une question d'utiliser les moyens ou encore la force de l'État
pour permettre au candidat de celui qui dirige l'État actuellement de rester au pouvoir. Et c'est une réalité dans notre pays. C'est pour cette raison que j'interpelle encore pour chuter l'opposition à comprendre que nous avons des réalités qui sont nos réalités et les stratégies que nous construisons pour les élections doivent être basées sur ces réalités-là. Quitte à ce que nous ne soyons plus capables de fournir des énergies. On ne peut pas seulement rester sur la base de « j'ai fait mon devoir ». Est-ce que ton vis-à-vis a fait son devoir, ou du moins est-ce que le devoir que tu fais répond directement aux stratégies que ton vis-à-vis déploie? C'est très important. On ne va pas à une élection comme ça en disant nous allons peut-être critiquer sur la base de la fraude, lorsque nous savons que la fraude électorale en Afrique est un sport favori. Ce n'est pas seulement une réalité camerounaise. Et même que, je disais sur ce plateau il y a un mois, il est même très difficile en Afrique d'accepter le verdict des urnes tant que ce n'est pas l'opposition qui a remporté. Du coup, je pense que cette année 2018, le ministre Atangandji et comme le ministre de la Communication, chacun fera tout, non seulement pour que le verdict des urnes soit respecté entre guillemets, mais aussi et surtout pour que les candidats restent au pouvoir, parce que loin d'être ce qu'ils sont, ils sont d'abord des... Faites beaucoup. Il a la dent très dure. Mais je pense effectivement que non, on ne peut pas... On ne peut pas sortir le taux de participation. Le taux de participation n'est pas un secret d'État. Ce qu'on doit même le donner assez rapidement, voilà. Parce qu'il est facile à faire. Pourquoi j'ai dit la sortie du ministre hier, on s'attendait quand même à... Absolument. On dit que bon, voilà. On sait que le nord-ouest et le sud-ouest sont en proie à une crise. Donc on peut comprendre que le taux de participation soit parce que c'est peut-être ça, peut-être ça la crainte, soit très bas. On peut jouer sur la légitimité? Très bas. Je ne pense pas sur la légitimité, mais je pense que ça peut être très bas. Oui. Mais on a même vu ici, à Douala, moi, les bureaux de vote où je suis parti, le taux de participation est très bas. Oui. Oui. Il est bas. Il y a eu beaucoup d'abstention. Il y a beaucoup d'abstention, ou bien c'est parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu rentrer en possession de leur carte. Non, qui ne retrouvaient même pas leur bureau de vote. Moi, je dis encore et j'ai Ok, Footing, on en parle après. Bonsoir, Cédric Mouffelé. Bonsoir, Jalin. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont meubler le 20h, que vous allez présenter. Ce soir, nous parlerons encore de ce scrutin présidentiel, comment les observateurs internationaux et nationaux ont apprécié le déroulement du vote, notamment dans ces localités voisines à ces villes anglophones en proie à des tensions depuis près de 2 ans. Comment les électeurs se sont-ils mobilisés durant cette journée? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et cette avalanche de critiques sur la démarche introduite par un candidat qui s'est attribué une victoire. Pourtant, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats officiels. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Mouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie des invités pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. Et le premier, une fois de plus, à intervenir, c'est Fred Bongo. Fred Bongo, il y a Maurice Kamto qui se déclare vainqueur de la présidentielle d'hier. Ben oui, une annonce plutôt inattendue. C'est vrai, même si on pouvait le subodérer avec l'annonce de sa conférence de presse de ce matin. Mais qui a finalement eu lieu dans l'après-midi. Qui a finalement eu lieu dans l'après-midi, initialement prévu à Longuecaque, oui. À Longuecaque, mais délocalisé finalement à Oudia, au siège du parti. Et donc, vous l'avez annoncé au cours de cette conférence où le professeur Maurice Kamto annonce qu'il est effectivement le vainqueur de cette présidentielle. Une annonce, évidemment, qui prend tout le monde de court, mais une annonce qui dérange. Oui. Qui dérange pour plusieurs raisons. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, selon les textes encadrant les élections au Cameroun, article 137. Seul le Conseil constitutionnel détient les prérogatives pour effectivement annoncer les résultats officiels. Et puis, deuxième chose, parce que cette annonce intervient
moins de 24 heures. Moins de 24 heures après le scrutin. Ensuite, parce que à l'appui, même si on faisait fi de l'encadrement de ce que la loi prévoit, mais à l'appui de ces déclarations, aucune preuve matérielle, même si elles ne sont pas officielles, celles qu'on attend, il n'y a aucune preuve pour prendre l'opinion à témoin en disant voici les PV sur lesquels nous nous fondons, par exemple, pour réclamer cette victoire. Et puis, si on pousse un peu plus l'analyse, on se rend compte que les prémices avaient déjà été annoncées. Souvenez-vous, lors du ralliement, il aime bien le terme ralliement, lors du ralliement de Balsero à la candidature de Maurice Kamto et au cours de cette conférence de presse qui avait été donnée à Yaoundé, ils annonçaient déjà effectivement la possibilité pour eux de prendre la rue à témoin. Si les femmes font le con. Voilà, si ils font le con, on va faire 3 fois le con. Je pense que c'est une phrase qui avait été effectivement prononcée. Mais tout cela me laisse un peu dubitatif parce que finalement, je ne comprends pas la stratégie du professeur Kamto, qui, je dois le dire, au regard des différentes offres que nous avons eues, qui était quand même parmi les meilleures offres politiques. Je veux dire, une alternative crédible. Et maintenant, il se place dans une posture où, effectivement, il pourrait se retrouver dans une impasse et peut-être conduire dans le pays dans une impasse. Je ne sais pas très bien ce qui a présidé au choix de cette démarche, mais enfin, en politique, rien n'est innocent et tout a toujours un sens. Peut-être que les prochaines heures, les prochains jours nous permettront de mieux cerner cette attitude, cette stratégie qui a été adoptée par le professeur Maurice Kamto. Pour le moment, on ne peut que spéculer. Et spéculer, ça veut dire constater que cette démarche se situe effectivement dans l'illégalité la plus totale. Et ensuite, dire quand même que même si, pour une raison ou pour une autre, on voudrait court-circuiter ce qui serait peut-être en préparation, mais il n'y a rien qui vient appuyer effectivement cette revendication. Voilà pour, en tout cas, autant les éléments que moi, personnellement, j'ai en possession ne me permettent pas pour le moment de dire qu'ils se basent sur tel ou tel élément tangible. Voilà, barrister Kamwa, démarche illégale du professeur Kamto. Le Conseil constitutionnel qui doit... Look, there is something we must appreciate here. Oui. Professor Maurice Kamto is not a fool. He's not a fool. He's a very intelligent person, and he knows why he did that. I don't think he will make such a statement without having full evidence, proofs to justify what he's saying. Look, one thing, oblivious of the fact that there is exhibition of bad faith in the whole system. So, if I go deep in his reasoning, I think he has enough reasons to put people on the alert. That's what he's trying to do. And to be honest with you, I think he's right in what he's doing. He's not a fool. He's a very intelligent guy. He knows what he's doing. And I think it's the right thing he's doing. C'est un début d'un conflit, là, faut-il? En attendant que Clément Atangana sorte les résultats d'ici 15 jours. Please, just please, just 1 minute. We talk about illegality, right? That is it legal? It's not legal, but is that the first illegality we do in this country? On doit continuer No, à perpétuer. look. They say iron sharpeneth iron. Oui. Right? Iron sharpeneth iron. If he feels that nothing credible, nothing honest will come up from what is happening, he should go ahead and seek for foreign appreciation of the facts. I think in his opinion that is what he wants to do. Ok, Footing. Oui, Serge Alain, moi je disais sur ce plateau il y a 3 semaines avant les élections que la situation est très sensible. Ce que je crains le plus n'est même pas le fait que le professeur Maurice Kamto ait annoncé sa victoire, mais plutôt l'attitude que va adopter le gouvernement vis-à-vis d'une telle déclaration. Lorsque nous savons qu'il y a une crise qui sévit aujourd'hui dans 2 régions du Cameroun, alors qu'au début ce n'était qu'une grève des avocats, alors on se pose la question de savoir quelle attitude va adopter le gouvernement. Le professeur Maurice Kamto n'est pas une personne sotte. Et il sait exactement ce qu'il fait, et ceux qui sont en face de lui doivent savoir répondre intelligemment. Intelligemment, pourquoi? Parce que les crises
post-électorales que vivent certains pays ne sont pas généralement provoquées par des extraterrestres. Elles sont provoquées par la mauvaise gestion, parfois, de ceux qui doivent répondre à une provocation. Parce que dire que j'ai gagné ou encore que j'ai marqué le penalty, pour moi, ne pose pas un problème. Tout le monde peut dire qu'il a gagné. C'est parce qu'il met la pression au c'est parce que juridiquement, il n'a pas raison. Est-ce qu'il met la pression au conseil? Oui, c'est juste une surenchère. Oui. C'est juste une surenchère, tout simplement. Il revient maintenant au Conseil constitutionnel, au ministre de la Communication, au ministre de l'Administration, de ne pas emprunter la démarche de l'agitation et de la riposte à la mesure, comme le déclare le ministre Atangandji. Dans une telle situation, il faut garder son calme. Parce qu'il s'agit quand même d'un homme qui a pu traîner derrière lui une bonne partie du peuple vers cette élection. Et comme je le disais tantôt, le peuple, à un moment donné, n'a pas toujours bonne mémoire. Et tout ce qui va s'ensuivre après cette élection, chacun va être responsable. Maintenant, légalement, le professeur Maurice Kamto ne doit pas se déclarer vainqueur. Mais quand c'est une simple déclaration, donc il ne s'est pas encore engagé à une revendication, il faudrait que ceux qui sont en face de lui, donc le gouvernement, ne tombent pas dans un ensemble de pièges, voulant dire l'ordre va régner comme nous avons souvent l'habitude d'entendre dans ce pays, parce que je le dis, une escalade post-électorale actuellement au Cameroun ne sera pas bénéfique. Avec les régions que nous avons déjà en insécurité, je vous assure, si nous gérons cette élection comme nous avons géré la crise anglophone, sincèrement, je vais arriver à me poser la question de savoir est-ce que ceux qui sont chargés de diriger ce pays ont une véritable intelligence politique. Parce que la déclaration de Maurice Kamto, je vois le buzz que ça porte. Lorsqu'on va arriver à construire les extrémismes, donc d'un bord ceux qui disent que nous avons gagné, et de l'autre bord ceux qui disent vous n'avez pas gagné, le véritable problème va se poser. Comment est-ce qu'on va trancher ce différend? Cependant, si l'administration garde son calme, considère ça comme une simple agitation ou comme une simple provocation, je vous assure, à la proclamation des résultats, la vie pourrait continuer normalement dans notre pays. Fred Bongo, je vous repose la question. Est-ce que Maurice Kamto met la pression à Clément Atangana? Il est évident que c'est un calcul certes risqué, mais c'est un calcul. C'est un calcul politique. Et donc, entre autres, il s'agit certainement, entre autres, de prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin, mais surtout aussi de mettre la pression, non pas seulement sur le Conseil constitutionnel, mais également sur le gouvernement. Je pense que c'est certainement, si moi j'étais dans cette stratégie-là, ce serait certainement l'effet recherché. Il s'agit donc de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel en lui disant attention, nous avons peut-être des éléments en réserve qui pourraient éventuellement vous prendre à défaut. Donc faites attention quand vous aurez à connaître de cette histoire-là. Donc oui, carrément, c'est une forme de pression qui est mise sur le Conseil constitutionnel qui doit dire le droit électoral, qui doit dire le contentieux, qui va connaître le contentieux électoral. Mais cela étant dit, maintenant sur l'attitude, je pense que ça peut être un couteau à double tranchant. Oui. À double tranchant, parce que la loi est faite pour être respectée. La loi, elle est impersonnelle. Oui. Bon, maintenant, c'est un professeur agrégé de droit, il sait sans doute ce qu'il fait, mais en se proclamant vainqueur, il s'est résolument mis en retrait, en marge de la loi. Et qu'est-ce que la loi prévoit précisément dans ces cas-là? Est-ce qu'on va faire le 2 poids 2 mesures? Est-ce que parce que c'est le professeur Maurice Kamto, on ne va rien faire, on va peut-être gérer ça politiquement comme un copanéliste l'a suggéré ici? Oui. Bon, en le gérant donc politiquement, est-ce qu'on ne va pas ouvrir la voie à ce type
à ce type d'attitude, à ce type de revendication. Parce que c'est pour ça que je dis que ça peut être un couteau à double tranchant. Donc là, il va falloir en même temps la carotte et le bâton. Mais je ne sais pas très bien, mais on voit très bien que cette position du MRC dérange. Elle dérange aux entournures. Et pas simplement au niveau du paysage politique, mais au niveau du gouvernement et au niveau de ceux qui seront chargés de dire le droit. Ça, c'est une question. Mais moi, personnellement, je suis curieux de savoir comment tout cela va finir, en espérant. Je pense qu'on agite un peu trop. Je pense que tout ça, on peut gérer tout ça en homme civilisé. On est dans une république, etc. C'est vrai que la crise, l'épouvantail, la crise post-électorale est là, présente. On voit bien l'exemple des pays qui nous environnent. Mais je pense que c'est un calcul qui a été fait et je pense qu'il a été mûrement réfléchi. Je ne pense pas que ce soit sur un coup de tête que tout ça est parti. Et donc, on va voir comment les uns et les autres réagissent. J'ai cru comprendre que le gouvernement, en tout cas le secrétaire général du RDPC... Il dit exactement ceci. Permettez, Fred Bongo, que je vous lise, de Gawona, qui condamne Maurice Kamto, qui vient de se déclarer vainqueur de la présidentielle d'hier, passant outre toutes les lois et règlements et invitant insolemment le président Paul Biya à organiser la passation de pouvoir. Donc évidemment que dans le camp gouvernemental, c'est en train de réfléchir très très dur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, on va voir un peu comment la riposte va s'organiser. Vous parlez de riposte? Bien sûr, parce que... Non, mais c'est une riposte. Oui. Bon, peut-être... Non, la riposte. Je ne donne pas la réponse. La riposte. Parce que, vous savez, en terrain politique, ce n'est pas... Je vous ai dit, ce n'est pas des enfants de cœur. Oui. C'est vrai, c'est une bataille, ce n'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Mais je parle bien de riposte. Parce qu'il va falloir à un moment donné répondre. Maintenant, parce qu'on est là sur le terrain de la communication. Oui. Il faut gérer l'opinion publique. Donc il y a cette guerre-là de communication qui est engagée, qui peut être couverte par l'autre guerre que tout le monde attend, qui peut être la bataille devant les juridictions compétentes. Mais au-delà de cette bataille, évidemment qu'il y a aussi une guerre de communication qui se joue. La première salve a été tirée par le MRC, par le candidat du MRC. On pense bien que le parti au pouvoir va répondre, si vous préférez ce terme-là, va s'organiser pour répondre, indépendamment de ce qui pourrait être fait par la justice. Donc ne soyons pas surpris que peut-être une fois de plus le ministre de la Communication et le ministre de l'AT peut-être convoquent la presse ou prennent l'opinion publique à témoin, ou que l'état-major du RDPC se réunisse pour faire également une sortie, où, je suppose, ils peuvent prendre à témoin l'opinion publique en disant nous faisons confiance aux institutions républicaines et tout ça. Donc il y a une bataille de la communication qui va s'engager. Ok. Barrister Kamwa, vous voyez le Conseil constitutionnel entériner cette sortie de Maurice Kamto? Well, you see, whatever will happen, the harm has been done. They have said it. So no matter whether they criticize or they come back to it, the harm has been done. And to me, I look at instead the reason why he did it. Okay. And honestly, you need to be extremely smart to see why he did it. He rightly said it that when they will drag, this person will come and drag. Yes, that's what he wants. And then people will look and say, let us see what is happening exactly. And then they'll bring those things to look, to verify. I think he's a very smart guy. He is extremely smart. What is the law say you shouldn't do it, but what is the sanction? Quelle est la sanction? Si tu proclames le résultat, la sanction c'est quoi? Il n'est pas disqualifié, n'est-ce pas? Il n'est pas disqualifié. Donc, je crois, n'oublie pas que Kamto a beaucoup de travail avec ses gouvernements. Il connaît le système. C'est lui qui peut nous dire même, qui peut nous apprendre, n'est-ce pas, comment des choses comme ça se gèrent. Donc, quand il a fait comme ça, je sais qu'il connaît là où il nous amène. Est-ce que Serge Alain, peut-être une parenthèse, je voulais peut-être pas battre en brèche, mais relativiser. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis du gouvernement, qui sont partis du RDPC, qui ont dit qu'ils connaissaient effectivement les manœuvres internes, comment ça se marche. Mais je peux vous dire que tous ces gens-là, certains qui étaient proclamés chasseurs de lions et tout ça, sont revenus dans la maison. D'autres ont essayé d'y revenir, mais ont trouvé porte close et tout ça. Il faut faire extrêmement attention avec ce genre. Je pense que c'est une chose de connaître le fonctionnement d'un parti concurrent.
c'est une autre de se mettre en marge de la loi. Je pense que les deux situations ne sont pas identiques. Footing, est-ce que Maurice Kamto ferme la porte? Est-ce qu'on peut imaginer Cabral Libye faire demain? Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au courant de cette actualité. Cabral Libye, je pense, depuis... Non, je dis, est-ce qu'il s'est auto-proclamé? C'est ce que je veux dire. Cabral Libye a dit qu'il ne devrait pas reconnaître les résultats parce qu'il y a une information selon laquelle, dans certains bureaux de vote, ces bulletins n'étaient pas présents. Il dit qu'il ne reconnaîtra pas ces résultats-là. Moi, j'ai regardé cette élection, d'ailleurs, j'en ai analysé plusieurs fois sur ce plateau. Et j'ai toujours dit, nous sommes en une période très sensible de notre histoire. C'est actuellement qu'on verra la capacité de notre gouvernement à éviter les déviances. Moi, je vous dis que si cette période électorale est gérée comme la crise qui se vit dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on n'en sortira pas la tête haute. Parce que j'ai vu encore, puisque toutes ces informations, moi, les reçues sur les réseaux sociaux, même la déclaration du professeur Maurice Kamto, j'ai vu également son directeur de campagne, Paul Riking, publié qui serait recherché par le ministre de l'administration territoriale actuellement. J'ai vu également un autre activiste, Paul Chouta, dit aussi qu'il serait recherché par le ministre. Bon, si ces informations s'avèrent vraies, pourquoi est-ce qu'on les recherche? Peut-être parce qu'ils ont fait certaines déclarations qui enfreignent la loi, certes, mais est-ce que c'est le temps de donner de telles ripostes lorsque nous savons qu'une simple grève d'avocats s'est transformée en une crise interminable qui dure bientôt 2 ans? Maurice Kamto est juriste. Il ne faudrait pas qu'on l'ignore. C'est-à-dire que ne faisons pas comme si nous avons affaire à un homme qui sort de n'importe où, un homme de la rue. Il est juriste. Ça veut dire que lui, il connaît exactement ce qu'il attend. S'il enfreint la loi, il sera peut-être arrêté. Mais est-ce que l'arrêté sera la solution? Est-ce que l'arrêté ne va pas venir valider même la thèse de la fraude qu'il est en train de vouloir annoncer en disant qu'il a gagné et que toute autre forme de résultat qui ne le porte pas vainqueur serait une fraude électorale? Maintenant, la question qui m'intéresse et que moi je pense qu'elle doit très mal dormir dessus, c'est est-ce que notre gouvernement doit répondre à de telles provocations avec intelligence, de telle sorte... Avec intelligence, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si nous ripostons par les moyens illégaux comme nous... si nous répondons... Décidément. Décidément, c'est compliqué de gérer la situation. Mais nous sommes obligés de parler là-dessus parce qu'il s'agit... C'est un langage martial. Il s'agit de notre nation. Bon, je ne suis pas cartésien ni martial. Je dis, si le gouvernement... En fait, la façon dont le gouvernement doit répondre à la provocation va déterminer la continuité de la chose. Si on garde le calme, peut-être lui pourrait garder le calme. Si on agite la scène, lui doit agiter la scène, et quand ça va construire des extrémismes, la gestion sera très difficile. Moi, j'ai été au Gabon durant la période des élections et même après la crise. Moi, j'ai suivi la crise de très près. J'ai vu comment la chose a été gérée. Et je peux vous dire qu'en fin de compte, même si je n'ai pas soutenu le président Ali Bongo dans tout ce qui s'est passé, quand même, il a pu résoudre un très grand problème. Parce que Jean Ping, qui s'est autoproclamé également vainqueur avant les élections, a poursuivi sa course jusqu'à aujourd'hui en revendiquant, en réclamant être président de la République du Gabon. Mais quand même, il n'y a pas eu de grand débordement. Mais nous avons vu dans d'autres pays que la même situation s'est dégénérée lorsqu'il ne s'agit plus d'un affrontement entre un candidat et le gouvernement, mais d'un affrontement entre les partisans d'un candidat. Non, dans l'autre pays, l'autre faction était armée. Et les partisans, comparer la situation justement, et les partisans, à la situation. Oui, mais au début de la crise anglophone, il n'y avait pas d'armes aujourd'hui. Non, vous avez parlé de... C'est pour dire que plus la chose devient compliquée, plus les gens trouvent d'autres moyens de contestation. Moi, j'appelle juste le gouvernement à savoir que la période est sensible, à garder son sang-froid. Il y a les institutions à respecter, il y a la loi à respecter,
Et à un moment donné, il y a des problèmes qu'on ne gère pas juridiquement, mais politiquement. Ok. Fred Bongo, c'est parti là. Maurice Kamto, pas accepté. Un autre verdict. Tel que c'est parti là. Écoutez, on va voir comment évolue son discours. Aujourd'hui, il a livré la première salve. Comme je l'ai dit, on attend certainement la réponse ou la riposte d'une part du RDPC et d'autre part des instances judiciaires. On va voir comment tout cela s'organise. Mais il y a un risque aujourd'hui à ce qu'il se retrouve dans une impasse, c'est-à-dire en porte-à-faux complètement avec les lois du pays. Et on va voir comment est-ce qu'il réussit à ne pas se laisser aller au bord de la ligne, au bord de la rupture, parce que de cela aussi va dépendre effectivement les prétentions qui peuvent être les siennes. Parce que si aujourd'hui, ils ont réussi, j'ai parlé de la bataille de la communication, si au niveau de la bataille de la communication, il apparaît comme un paria, il est à craindre qu'effectivement il ne se retrouve dans une impasse. Mais maintenant, est-ce que le dosage, est-ce que sa communication va être progressive avec à chaque fois des éléments nouveaux? Mais c'est à cela qu'on attend de voir comment tout ça va s'emboîter. Mais n'oubliez pas, je crois que j'ai cru comprendre que le secrétaire général du RDPC, Kouété, devait donner une conférence de presse. C'est peut-être aussi une façon de répondre à Maurice Kamto, de prendre l'opinion publique à témoin. On attend de voir le discours qui en sortira, le discours de l'appareil partisan. Au-delà du discours de l'appareil partisan, on va voir comment le gouvernement, en tant que responsable garant de la sécurité, etc., réagit. Et on pourra donc voir aussi, c'est la troisième position, pour voir un peu comment est-ce que les instances judiciaires prennent cette sortie. Et je vous ai dit, il y a un risque, évidemment, à créer un précédent dans notre espace, parce que si on agit avec brutalité, on a très bien vu, un copanéliste ici a relevé les risques qu'il y a à agir avec brutalité par rapport à cette sortie. Mais si on privilégie une solution politique, ça peut être aussi la boîte ouverte à tout. Ça peut être la boîte ouverte à tout. Donc, on va voir comment, je pense que les prochains jours, nous renseignerons suffisamment sur comment les différents acteurs vont manager cette sortie, ce que d'aucuns considèrent de plus en plus comme une sortie de piste. On va voir comment tout cela est géré. Et la façon de gérer cette sortie, cet incident-là, plus qu'un incident d'ailleurs, va déterminer effectivement, je pense, l'avenir de notre processus démocratique et notamment comment est-ce que les prochaines échéances vont s'organiser. Mais je pense que il faudrait qu'on arrive à un niveau où le processus électoral est dénué de toute revendication. Peut-être pas de toutes, mais en tout cas, des revendications minimes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on en soit encore à regretter, beaucoup l'ont regretté ici, pas moi, que les partis politiques de l'opposition n'aient pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Ah oui. Mais si notre système est faire, comme disent les anglo-saxons, si notre système est faire, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des scrutateurs. Bon, on insiste encore parce qu'effectivement, nous savons que nous sommes toujours rattrapés par nos comportements. Bon, peut-être, mais il faut savoir que tout se construit et je pense que progressivement, nous allons peut-être atteindre un niveau acceptable. Mais pour le moment, des sorties comme celle d'aujourd'hui ne sont pas de nature à rassurer non seulement le citoyen que je suis, mais le citoyen électeur. Ok. Barista, comment vous entrevoyez la suite après cette sortie de Maurice Kamto? Surtout de la part du gouvernement, l'appareil RDPC, les autres, la justice. Ce qui est, c'est qu'il y aura riposte. N'est-ce pas? Ça, c'est évident. Parce que la plupart des temps, le gouvernement camerounais connaît que d'agir dans ces façons. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et I look at the future with it's a call. It's a call to our consciences. It's a call. We can avoid the situation if we are being honest. If he says that he's a winner, and then every other person says, okay, let us look this thing critically. Let us look it
honesty, Ça I veut dire think. que le professeur Kamto n'a pas confiance aux institutions Est-ce que vous, en s'auto-proclamant. qui a confiance? Voilà la vérité. Il ne faut pas poser des questions comme si vous posez à des Béninois ou ici au Cameroun. Qui a confiance à ça? Qui a confiance? Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas. Moi, je ne peux pas prétendre devant vous que j'ai confiance à ces institutions. Je n'ai pas. Et c'est la même chose avec lui. Et un Camerounais honnête va vous dire. Ici, je dis que même des gens du gouvernement connaissent qu'ils ne travaillent pas bien. It's not a strange thing. It is true. It is true. So if you think, if there is no one Cameroonian who believes that there's honesty, no, the whole system is bad. Look, when you start that, the minister tells you that when you go to vote, you people should not stand. People should not, you understand? Then you come again, you say that when you come, you people should not give you people cannot, you should not give the trend of the vote. So what do we want? What do we want? The Minister of Territorial Administration is fully involved in this thing and they take it as a partisan issue. So I don't have confidence in that side. Ok, bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir. Voilà, 100% foot, c'est dans un instant. Oui, c'est la reprise après la campagne électorale, actualité obligeant. Nous sommes donc de retour et ce soir nous allons d'entrée de jeu parler de cette polémique autour du match amical qui se dispute demain entre la France et le Cameroun. C'est dans le cadre du football féminin, les Lions qui préparent la CAN qui démarre dans quelques semaines du côté du Ghana sont en train de faire une préparation plutôt difficile. Figurez-vous que alors que le match se dispute demain, le sélectionneur et plusieurs joueurs sont encore à l'heure où nous parlons au Cameroun, du côté de Yaoundé. Ce n'est que ce soir que le sélectionneur et ces joueuses-là qui sont sur le plan local vont prendre le vol en direction de la France pour arriver au petit matin pour ce match qui doit se jouer demain en début de soirée. Joseph Ndoko, le sélectionneur ce matin par exemple sur les antennes de Radio Equinox, disait tout son désarroi. On parle d'un problème de visa pour un match qui est annoncé depuis des mois alors que la Fédération française de football avait pris toutes les garanties pour que la partie camerounaise n'ait pas de problème à ce niveau. Nous parlerons également de la conférence de presse de Clarence Seedorf ce matin à Yaoundé en vue du match du 12 octobre prochain, comptant pour la troisième journée éliminatoire de la CAN 2019. Le Cameroun va affronter le 12 octobre prochain au stade Moussa Amadou Ahidjo 2 et Yaoundé la sélection du Malawi, Clarence Seedorf, qui a affirmé ce jour à Yaoundé que la tanière reste ouverte. Tous les joueurs qui sont compétitifs, qui sont encore en compétition, peuvent faire l'affaire et faire l'objet d'une convocation à tout moment. Menu alléchant, Sylvestre Hippolyte Zangao dans 100% foot. Le retour. Le retour, c'est ça là. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. So much. Oui. On l'a pas, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, je vais dire à la population et surtout à la jeunesse comme moi, comme je dis souvent, aucun régime politique au monde ne marchera de maison à maison pour distribuer de l'argent. Voilà. Donc gardons notre calme, quel que soit le régime qui nous gouverne. C'est le travail qui va amener chacun d'entre nous à satisfaire sa faim. Barissa. Well, I just appeal that we should be honest to our country because the country belongs to us. Everybody, whatever you do, try to be honest in what you do and let it benefit the country. Voilà. Fred Bungu, pour la première. Oui, Serge Alain, j'ai été très honoré d'être sur votre plateau et je voulais dire à tous mes concitoyens de regarder le calme. Et j'espère que ce qui s'annonce ne va pas nous conduire dans les tréfonds de ce qu'on a connu dans d'autres pays. Et je pense que, j'espère que tout cela sera géré avec beaucoup de tact et que le Cameroun en sortira plus grand encore. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous demain 19h. Rediffusion aujourd'hui 23h GMT. Il sera minuit en Goro dans le Mbameki.